Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, il risaia mi. Bonjour à toutes et à tous, donc Jessie Cormon, sociologue qui a fait une action recherche avec FED sur nos familles de mineurs issus de l'immigration particulièrement algérienne et polonaise. Voilà, je sais pour l'instant. Bonsoir à tous. Je voulais remercier les organisateurs de nous avoir invités pour cette soirée. Ça fait plaisir parce que le film tourne toujours. En 2013, ça fait toujours. Donc moi je suis Nadia Bouferkas. Je suis celle qui a co-réalisé le film avec Naïm Haddad, qui est de Liberton. C'est la jeune personne en fait qui ouvre le film, qui est à la fois réalisateur, qui est en fait devant et derrière la caméra, et mes métaphores qui sont absents aujourd'hui. Donc je fais partie d'un collectif qui s'appelle de réalisateurs qui s'appelle Tribu Documentaire, qui est roubaisien. Et notre aventure dans cette histoire, elle est liée à l'association Schwed. Ils nous ont d'abord sollicité pour la réalisation, enfin la mise en place d'un atelier d'initiation à la pratique documentaire. Et en fait, les moyens étant moindres, on n'a pas réussi à aboutir un film, une forme. Mais ce qui en est ressorti, c'est que 3 jeunes personnes qui faisaient partie de l'atelier, dont Naïm, ont eu envie de continuer l'aventure. Et suite à ça, il y a eu ce film. Voilà. Et parmi nous, il y a Miloun, qui est un des personnages du film aussi. Voilà, il s'est caché, mais il est là. Moi c'est Miloud, voilà. Moi c'est Jamila, j'ai travaillé avec Jessie autour d'un projet recherche sur les héritiers des mines, et des immigrations. Et j'ai également suivi le projet du film à l'origine. C'était un des personnages aussi, on ne l'a pas gardé. J'ai été recalée. Je suis libertoise, donc forcément l'histoire qui est évoquée fait écho. Et je voulais rendre hommage aussi aux 2 personnages qui sont dans le film, qui sont décédés. Donc Hélène et Monsieur Renard qui nous a quittés en octobre, Monsieur Renard déjà, et 2019. Oui, donc, voilà. Et ça fait du monde. Je suis Pierre Francoviac, Anne Koviak en Pologne. J'ai été inspecteur d'éducation nationale pendant une 30aine d'années dans la région de Lyon.
Je m'intéresse aux problèmes prioritairement de l'éducation et de la pédagogie. J'ai beaucoup écrit sur l'école, sur l'éducation, sur le rôle des parents, sur l'éducation des enfants pauvres et des enfants d'immigrés. Et puis sur la fin, peut-être pas de ma vie, pas encore, mais en avançant dans ma carrière et dans l'âge, j'ai décidé d'écrire un petit livre sur mes origines et sur les raisons de mon attachement à mes racines. Un petit livre qui est là-bas, sur la table, et qui s'appelle « Quel avenir pour la Polonia ?» C'est un témoignage de mon enfance, avec la photo de moi quand j'étais enfant de cœur polonais, chez un curé polonais, dans une paroisse polonaise, et après, quelques réflexions sur les problèmes d'intégration, d'assimilation, et sur notre avenir aux uns et aux autres, ceux qui sont d'origine, qui ne sont pas français de souche, pour reprendre cette expression-là, et comment ils se situent dans la société d'aujourd'hui, à la fois par rapport à leurs racines et par rapport à la société en général. J'ai déjà trop parlé. Bonsoir, Sacha Pierre, maire de Grenay. Et je suis content de revoir le film, mais on l'avait déjà présenté à René Puzel. On avait déjà fait un ciné sandwich lors de sa sortie. Et ça fait plaisir de le revoir dans un autre cadre avec un public. Jacques Messel, je suis journaliste. Disons que cette soirée s'inscrit un peu dans le cadre du centenaire de l'immigration polonaise en France. Alors pourquoi on jette un film qui traite aussi de l'immigration d'Afrique du Nord? Pierre et moi, on a animé pas mal de causeries depuis septembre. Le centenaire en septembre 1919, la France et la Pologne signent un accord qui va être le prélude à une arrivée massive de travailleurs polonais en France. Et dans le cadre des multiples manifestations auxquelles on a pu participer, on a remarqué que c'était centré surtout sur du polono-polonais, le public c'était un public de polonais d'origine, et que toutes ces problématiques d'intégration, les perspectives du mieux vivre ensemble, etc., n'étaient pas du tout abordées. Donc il y a 3 mois, on a proposé à la municipalité de Grenay d'assurer la projection de ce film pour confronter justement des approches migratoires tout à fait différentes et parallèles, quoi. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'était aussi de s'insurger contre l'idée que les Polonais seraient un modèle d'intégration. Alors c'est des choses qu'on entend encore beaucoup. Je vous invite à aller au salon des Lingaumont, qui est très couru au mois d'avril, le marché de Pâques, marché polonais de Pâques. Vous allez traîner sur Google le salon de Pologne 2016 avec Marine Le Pen, qui dit que les Polonais sont un modèle d'assimilation réussi. Elle se demande, faussement naïve, pourquoi ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui. Évidemment, elle stigmatise la communauté maghrébine ou les immigrés d'origine d'Afrique du Nord, soi-disant incapables de se fondre dans le moule de l'intégration. Alors Marine Le Pen peut être complètement ignorante de l'histoire de l'immigration polonaise, ça c'est pas grave, tout le monde peut l'être. Le problème c'est qu'elle instrumentalise cette histoire de l'immigration pour stigmatiser d'autres communautés immigrées. Et ça nous est insupportable. Alors que Marine Le Pen, qui est à la tête d'un parti fascisant, xénophobe, classiquement, historiquement, ça peut se comprendre, mais qu'une partie de la communauté polonaise, des gens d'origine polonaise de la 2e et 3e génération, reprennent ces thèses-là, là, ça nous paraît un peu plus problématique. J'avais un ami mineur, on a traité l'intérêt de ce film aussi, c'est qu'il associe l'immigration au travail de la mine. Il ne faut pas oublier quand même que lorsque par des Polonais ici qui connaissent peut-être mieux, que 8 Polonais sur 10 travaillaient quand même au fond des puits de mine, ici sur les carreaux de fosse, ils ne sont pas venus pour faire du tourisme. Alors lorsqu'on voit que tout le centenaire a tourné autour de la dimension folklorique, culinaire, gastronomique, ça nous gênait un peu, d'où l'idée de cette confrontation, et remercier encore la réactivité de la municipalité de Grenay, et du service culturel aussi de la médiathèque, qui nous a permis de réaliser cette soirée. Il y a peut-être une chose dans laquelle on devrait réagir, nous, Français, soi-disant Français. Si on regarde l'histoire depuis très longtemps, nous sommes un des pays où il a été traversé ou occupé par des gens venant du nord, de l'est et de l'ouest. Alors arrêtons de dire que nous sommes des Français purs, ça me fait un peu sourire à chaque fois. Donc, je fais partie depuis plus de 50 ans, donc militant actif dans la communauté, mais pas seulement polonaise.
Et également, parce que j'ai déjà organisé des trucs pour l'Algérie. Alors le film, je pense, bon, c'est vrai que on est tous issus du même creuset. Hein, moi je suis dans 48, on était salle Bosch, salle Polac, on vivait dans des cités à part. Hein. Il n'y a pas que les Maghrébins ou les Marocains, surtout après, qui habitaient dans les baraquements. Moi j'ai connu à Ossécourt, à la Fossis, il y avait des baraquements, il y avait que des Polonais qui habitaient là. Par contre, il y avait le Ratatou, où on a regroupé des Algériens. Et j'ai connu aussi un monsieur qui faisait le recrutement au Maroc, parce que personne ne voulait venir travailler en France. Donc on s'était presque forcé, le roi de l'époque, qui a obligé les Marocains à venir. Et effectivement, comme disait le gars, on n'arrivait pas à recruter. En 62, 63, 64, limite d'essayer de recruter, personne ne voulait aller. Nos parents voulaient, mon père fait des études, ne va pas... pour lui, la mine, c'était le bagne. Ce qui nous a intéressé dans nos parties pris filmiques, c'était de mettre en parallèle en fait deux histoires de deux femmes. Les deux sont passées par les Sidrel. Les deux en fait n'ont pas véritablement choisi d'être là. Et le point commun de ces femmes-là, c'est d'avoir vécu les mêmes conditions de vie et d'avoir été contraintes à partir pour aller vers une vie meilleure. Je pense que c'est important de le signaler que la question d'un lieu de mémoire, en tout cas, il y a un travail qui est fait au sein de Tribu Documentaire, qui est depuis une dizaine d'années de s'intéresser à la question de la mémoire et de la désindustrialisation. Ces deux femmes, elles se retrouvent parce qu'elles font partie de la même classe sociale. Elles ont vécu les mêmes choses. Et notre travail à nous, c'est presque une obsession, c'est d'aller vers la trace, d'aller retenir cette trace. Il y a déjà 2 personnes qui sont décédées dans ce film. Je pense qu'il y a une écriture de l'histoire. C'est le point de départ aussi du réalisateur Naïm. Naïm, en fait, a fait partie de l'aventure parce qu'il s'intéressait à l'histoire de son grand-père. Il avait des blancs dans l'histoire de son grand-père. D'où l'idée de faire ce travail, cette quête sur la question de la mémoire occultée, celle de la réécriture de l'histoire, celle de combler les blancs, et surtout celle de se poser un certain nombre de questions sur des allers-retours entre le passé et le présent. Voilà, je pense que c'est important de le dire quand on parle des Sidrel. Les Sidrel, c'est aussi en fait ça. Et c'est aussi le film met en lumière en fait des épouses de mineurs. Ces femmes-là, en fait, à chaque fois qu'on a parlé des Ouillères, on en parlait au masculin. Ces femmes sont restées dans l'ombre. L'idée, c'était de mettre en lumière ces épouses de mineurs et leurs descendants. Je voudrais dire d'abord un mot sur le film. J'aurais pas pu le faire à chaud tout de suite à la fin du film parce que on voit un film comme ça, c'est très difficile de s'exprimer tout de suite, tellement c'est beau. La première idée qui me vient, le premier commentaire, c'est que c'est beau, à tout point de vue. Il y a de belles images, il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de démagogie, c'est de l'authenticité pure. On a l'impression que c'est pur et que c'est beau. Même les images de notre bassin minier ne sont pas moches. Les fruits, les fleurs, le jardin, la vie des gens. C'est un beau film. La deuxième réflexion, c'est toujours à propos du film, c'est que c'est un film intelligent. C'est-à-dire que la comparaison de 2 vies, de 2 parcours de vie, est indispensable pour développer l'intelligence et pour comprendre. Si on décrit une seule vie, une biographie, une monographie, si on raconte la vie de quelqu'un simplement, ça n'apporte finalement pas grand-chose. Ça peut laisser des traces, ça peut être utile, mais on ne peut pas en tirer grand-chose. À partir du moment où on en met 2 en parallèle, avec des points communs, avec des possibilités communes, alors on est obligé de réfléchir. Et avec mon ami
Netchak. Il fait beaucoup de conférences et on cherche justement ça. Il y a des provocations à la réflexion. On ne reste pas simplement sur les récits, sur les traces, mais qu'à partir de ces traces, on essaye de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il y en a qui ont réussi, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui a permis de s'en sortir. Et surtout pour moi, qu'est-ce qui permet de s'en sortir tout en gardant nos racines, la fidélité à nos racines, sans jamais considérer qu'on doit oublier notre passé pour se fondre dans un commun illusoire ou un peu un commun à l'américaine, comment tout normaliser, tout uniformiser, tout fusionner, alors que nos racines, notre passé, le passé de nos parents, de nos grands-parents, notre culture historique, notre culture sociale, elle est extrêmement importante et on doit absolument la conserver. J'étais frappé dans une des dernières interventions de la petite jeune, qui avait donné un peu l'impression que bon, il vaudrait mieux s'assimiler pour exister en quelque sorte. Et moi, je reste avec mes compétences et mes réflexions et mon passé de petit polac. Je pense que les uns et les autres, Algériens, Marocains, Italiens, Polonais, Bretons, Aveyronais, Cantaliens, etc., pour vraiment exister, trouver sa place dans la société, il faut d'abord respecter ses racines et y rester attaché. Moi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je dirais le parallèle aussi finalement entre ces deux femmes, hein, ces deux origines, ces deux familles. Enfin, on voit que dans les deux cas, elles ont payé un long tribut de leur immigration. Et enfin, moi, le film me fait un peu penser qu'on a l'impression qu'on ne guérit jamais vraiment de son immigration. Même à la deuxième, à la troisième génération, on a l'impression que c'est compliqué. Qu'à chaque génération, une pierre doit être amenée sur l'édifice pour pouvoir finalement ressembler à eux. Comme ils les nomment tout souvent dans le film, aux Français finalement de souche. Et enfin, moi j'ai bien aimé le discours de la jeune femme arabe qui a fait pas mal d'études et qui dit qu'effectivement quand on est femme, et en plus issue de l'immigration, eh ben, on est peut-être parfois obligé d'en faire 2 fois plus. C'est, je pense, malheureusement le cas dans les faits. Donc voilà, bon, c'était juste. Alors, je ne suis pas issue d'immigration à titre personnel, enfin, en tout cas, encore une fois, on ne sait jamais à quel degré. Mais bon, en tout cas, j'ai été sensible au film et j'ai beaucoup apprécié. Je suis étonné de les voir se confier, ces femmes, parce que c'est pas toujours évident quand on a souffert d'en parler. Je crois que c'est dit à un moment donné dans le film. Et on sait que les gens qui ont souffert n'ont pas envie d'en parler et d'embêter le monde avec ça. Et elles le font volontiers, petit à petit. Enfin, elles racontent des moments difficiles de leur vie depuis leur enfance. Et je voulais savoir comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été spontané ou est-ce qu'il a fallu la préparation du film à ce niveau-là, quoi? Pour nous, le début de l'histoire, c'est 2013. C'est le travail avec Suède qui nous a permis, dans un premier temps, de déblayer et puis d'aller déjà vers quelques pistes d'idées de réalisation, en tout cas d'un désir de film. Après, il y a eu, en fait, entre le film se termine en 2016, l'équivalent de 2 ans. De 2 ans pour d'abord rencontrer les personnes, plusieurs personnes, en fait, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Ensuite, de clarifier notre propos, qu'elles puissent comprendre les directions qu'on prenait et quelles étaient nos intentions idéologiques dans le film. Et puis progressivement parler de mise en scène, parce qu'on c'est le réel, mais on met en scène le réel. Nos personnages sont aussi mis en scène. Et ils jouent le jeu. Enfin, ils jouent le jeu parce que il y a le facteur temps qui permet ça, et puis le fait que on fait pas un film sur, on fait un film avec. Toutes les personnes qui se sont investies dans ce film
ça a été un engagement. En fait, ils ont signé pour plusieurs mois, ils pensaient qu'on allait venir et partir, mais on a occupé en fait les lieux parce que ça nous permettait à nous d'être dans une immersion. Moi, je suis originaire de Roubaix, donc l'histoire de mon père, elle est liée à l'industrie du textile, mais le lien, je l'ai fait tout de suite. Il était question du monde ouvrier. Donc j'avais déjà fait un travail à Roubaix qui s'appelle Chez Salah, pour ceux que ça intéresse, ouvert même pendant les travaux. C'est dans le quartier de l'Union, à la frontière de Roubaix et de Tourcoing. Et c'est un vieux monsieur de 84 ans qui fait le choix de rester dans son café alors qu'il y a tout un travail, tout un aménagement du territoire. En fait, on veut le virer de là et c'est l'occasion de revisiter au présent le passé avec quelques traces physiques dans l'espace qui sont l'usine de la Tossé, enfin voilà, quelques éléments comme ça qui nous permettaient à la fois de nous rappeler de la question du monde ouvrier, pas qu'à travers des bâtisses comme le fait la ville de Roubaix, parce qu'on parle de ville aux 1000 cheminées, et on n'a surtout pas envie de parler en fait de l'histoire de ces hommes et de ces femmes, un peu comme vous l'avez dit, parce qu'il y a des choses qui sont un peu refoulées, parce que on n'a pas toujours envie en fait de revenir vers ce passé-là. Mais voilà, Hélène et Nanas ont bien compris en fait où on voulait en arriver. Et puis surtout, ça a été le facilitateur, j'ai envie de dire, c'est Naïm. Naïm, en fait, quand il va à la recherche des effets personnels de son grand-père, c'est l'occasion pour lui en fait de revenir sur le passé. Naïm, c'est le présent et c'est le futur. Et ce Naïm se pose un certain nombre de questions aujourd'hui. Et dans le film, il y a quand même deux parties. Il y a une première partie avec les dames, il y a une deuxième partie, une espèce de rupture dans le ton, où on a une jeunesse qui parle pas de la même manière en fait, dans le sens où elle est porteuse d'une histoire, mais cette histoire, elle n'est pas qu'un héritage culturel ou intellectuel. C'est aussi une histoire d'accès au droit. La question de non-accès au droit des discriminations, elle est extrêmement présente. Et pour pouvoir comprendre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, il fait un retour sur le passé parce que c'est des éléments, c'est une espèce de clé, un peu sociologique, un peu politique aussi, une lecture politique, une grille politique de la manière dont on gère depuis 60 ans un pan de cette société et de cette population en fait qui a été extrêmement précarisée à la fermeture des usines. Enfin, on a assisté quand même à la fermeture des usines, la chute des syndicats, à une espèce d'émiettement en fait de la classe ouvrière. Et nous, notre travail, en tout cas, c'est le cinéma. Il a cette fonction-là, c'est d'aller interroger des choses, d'y mettre de la densité, d'y mettre de l'épaisseur, et puis, à la limite, tenter de retisser en fait des ponts, de recréer des liens, de fabriquer du commun et de la réflexion, de dépasser des lignes aussi. C'est une espèce d'a priori qu'on pourrait avoir. On continue à dire, tout à l'heure on parlait de la jeune personne, celle qui disait qu'elle devait travailler doublement, elle est française, c'est pas une jeune arabe, hein, c'est une française. Voilà. Et elle continue à se définir parce qu'elle n'est pas à l'aise en fait avec cette question. Moi je suis pas d'accord avec elle. Moi je suis pas d'accord qu'on ait besoin de faire plus parce qu'on a des origines X, Y, Z. C'est plutôt le milieu social, le milieu dans lequel on vit, qui fait qu'on a accès ou pas accès, on a cette possibilité d'ouvrir certaines portes. Des fois, il faut mettre un coup de pompe dans la porte pour que ça passe. Et ça, c'est la question du droit. Bon, voilà. Oui, ça aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans la façon dont on a l'habitude de cantonner les gens. En fait, on est fait de plein d'identités. Je suis femme, française, j'ai des origines maghrébines et je suis musulmane. C'est pas un gros mot, on entend. Et on veut toujours nous cantonner tout le temps dans une même identité, alors que nous, c'est pas du tout notre cas. Je voulais revenir aussi sur l'association Schwed, qui a été créée en 2005, puisque on a voulu faire un travail autour de l'histoire de l'immigration algérienne. On s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument rien du tout,
Que ce soit le Ward, où on nous parle tout le temps des Marocains qui ont travaillé dans les mines, etc. Et absolument le néant concernant les Algériens. Donc ça nous avait assez interpellés, puisque à Libercourt, la plupart des Algériens ont travaillé dans les mines, notamment la mine de Wani. Et donc ça a été très très difficile. C'est vraiment, quand on parle de mettre en avant son histoire, quand on est Algérien, c'est très compliqué. Quand vous êtes Polonais, parce que je dis ça parce qu'on a eu plein d'embûches, on a eu plein de soucis avec la mairie qui ne comprenait pas souvent ce qu'on voulait faire. Nous, simplement, on voulait parler de nous, de notre identité, et de ne pas en avoir honte, en fait. Je ne vois pas pourquoi il fallait se cacher, et donc forcément parler de l'immigration algérienne et de l'immigration polonaise, puisque forcément c'était sur les différents courants migratoires qui ont jalonné, qui ont marqué le Nord-Pas-de-Calais. Et en parlant de notre histoire, on s'est rendu compte que c'était très très compliqué. On a essayé de chercher ce qu'il y avait, notamment au niveau du livre qui traite de l'histoire de Libercourt. On y fait référence aux Polonais vigoureux, intelligents, etc. Je rejoins un peu ce que tu disais sur Marine Le Pen et les Algériens, donc nos parents qui vont voir des prostituées le jour de la quinzaine. Voilà, il y a une ligne, si le rêve, c'est nos parents aller voir les prostituées le jour de la quinzaine. Voilà, ça se résume à ça. Et là, ça a été l'électrochoc. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. De mettre en avant cette histoire. Il n'y a rien en fait sur l'Algérie. Et donc j'ai interrogé mon père. On a pu mener ce projet de recherche aussi sur les héritiers des mines et des immigrations. Et ça a été passionnant. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert mon père aussi. Toute sa trajectoire, ses difficultés lorsqu'il arrive. Je ne vais pas dire son intégration, hein. C'est un terme que je n'aime pas du tout, parce qu'on a l'impression parfois qu'il faut se désintégrer, alors que non, moi, j'ai pas envie, je suis entière, je suis moi, je suis Jamila, j'ai pas envie de faire plaisir et me dire, ah ben non, non, c'est bon. Enfin bref, et j'ai découvert mon père et toute sa trajectoire, toutes ses difficultés, et la mine, à quel point ça l'avait marqué, quoi. Mon père me disait tout le temps, ce qu'il a adoré dans la mine, c'est le dernier jour. Il a supprimé tous ses outils. Quand il y a toute une légende qui est brossée sur oui, les mineurs, non, pas du tout. Il m'a dit franchement, pour lui c'était pire que la guerre. Hein. Il avait connu la guerre d'Algérie, il m'a dit c'est pire que la guerre. Et en fait, il descendait sans savoir s'ils allaient remonter. Le premier jour, il arrive, il a 18 ans quand même d'Algérie. Le premier jour, on lui donne un marteau-piqueur, il faut descendre. C'était un gars de la terre, quoi. Et là, il n'était plus aérien, il était souterrain, quoi, un travail de top. Et voilà, donc c'est une histoire passionnante. Effectivement, il faut être fier de ses racines. Moi, je suis très très fière de mes racines, mais c'est pas un étendard. Je me dis pas, et je me cantonne dans aucune identité. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est cette richesse qui fait que moi, je me trouve riche. Je suis pas entendu. Moi, je voudrais peut-être commencer par rendre hommage à tous les anciens et les anciennes qui sont déjà partis. Ceux qui ont pu nous transmettre une partie de leur mémoire, de leurs valeurs, de leur histoire, et qui nous ont fait héritage. Ceux dans le film et tous les autres qui n'y sont pas. Et du coup, ce soir, comme c'est cette semaine, excusez-moi, du coup, je me dois de rendre hommage à ma grand-mère qui est décédée lundi, Mariana Taramek, épouse Cormon. On peut aussi penser pour elle. Dans la recherche qu'on a menée ensemble à Libercourt, il y a une première chose qu'il faut avoir en tête sur ces questions d'identité, de mémoire et d'histoire. C'est que c'est ce qui constitue nos dignités, en fait. C'est ce qui nous tient debout, nos histoires et nos mémoires. Nos histoires de culture ouvrière, de culture immigrée. Et dans nos chemins, pour nous réapproprier nos mémoires, il y a quelque chose donc moi je veux dire comme ça en parlant de moi là ici, en fait on s'est fait voler. Il y a eu un hold-up, et parfois même on n'est même pas au courant qu'on s'est fait piller. Quand je parle des Polonais, dans mon histoire à moi, je me rends compte que l'histoire polonaise elle n'a pas été transmise. Je vois des gens au loin des fois, qui sont proches de leur culture polonaise. Et pour plein d'enfants issus de l'immigration polonaise, l'histoire elle n'est pas transmise. Parfois parce qu'elle est honteuse. Parfois, comme elle a été méprisée, elle est devenue honteuse.
Et puis pour d'autres, elle est fière. Et pourtant, quand on l'écoutait, elle faisait pas sens pour nous. Et donc, je vais parler dans mon cas. Et moi, il faut que je découvre un gars comme Jacques, qui vient à Libercourt être en solidarité des mémoires avec les Algériens, pour nous dire, mais en fait, il y a un truc qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est que c'est pas seulement une histoire de Polonais, de pas Polonais, c'est que il y a aussi une certaine histoire polonaise qui est mise en valeur dans notre région, qui est folklorisée, comme il disait tout à l'heure. Et Jacques avait fait une proposition pour moi qui m'avait fortement marqué. Jacques avait dit, l'aile rouge de l'immigration polonaise, l'aile de gauche, elle a été décapitée au fur et à mesure que les Polonais se sont battus dans toute l'histoire de la lutte des classes et de la lutte des immigrés en France pour défendre leurs droits et pour défendre les droits de tout le monde. C'était pas que des luttes, entre guillemets, communautaristes. C'est des luttes de travailleurs, et l'égalité, elle n'a pas de patrie communautariste. Quand tu te bats pour des droits, elle n'a pas de couleur. À ce moment-là, on s'était rendu compte que, moi je me suis rendu compte que quand j'allais voir des Polonais dans la région, en fait, parfois ça manquait de saveur. En fait, quelque part, c'était pas ma grand-mère, ce qui était raconté. Parce que, comme on dit pour les Arabes, limiter les Arabes au couscous merguez, à la danse du ventre et à Aladdin, c'est pas la culture et l'histoire maghrébine. Limiter l'histoire de la Pologne à seulement des sauciski que j'adore par ailleurs, du makoch et 3 danses folkloriques, ça fait partie de la beauté de la culture polonaise, mais le limiter à ça, c'est nous cracher dessus. Et ça donne pas de la fierté et de la dignité quand on est gamin. Et il y a quelque chose qui nous a été volé. Quand on est sur la question de l'histoire de la mémoire aussi, on disait aussi dans nos mémoires, on connaît même pas l'histoire au travail, l'histoire ouvrière de nos parents et de nos grands-parents. Pourquoi on ne la transmet pas? On écoute les médias dominants de cette société française. L'histoire ouvrière aussi, elle est honteuse. Aussi, elle est méprisée. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, pour les gamins de ma génération, depuis que je suis petit, à chaque fois que je vois des ouvriers à la télé, c'est seulement quand la bourgeoisie les montre avec le spectacle de la défaite ouvrière, des fermetures des mines et des fermetures d'usines. Comment veux-tu être fier de ta culture ouvrière et de ton héritage qu'en fait, la seule fois où on voit, en tant qu'enfant, nous, on n'a pas connu le Front populaire, hein. La force ouvrière, la force, la beauté des cultures populaires. On est dans une culture de la défaite. Et qui organise cette façon de montrer le monde ouvrier comme un monde de la défaite? C'est pas nous. C'est pas nos familles. C'est pas dans nos familles, il y a de la transmission des luttes. Mais elle parlait du Front populaire. Dans les médias, ils ne parlent que de nos défaites. Du coup, notre histoire ouvrière, l'histoire du travail, non, elle n'est pas transmise non plus. On la connaissait pas. Il a fallu se la réapproprier. En faisant notre recherche, là, on va même jusqu'à découvrir que, allez, on va dire qu'on est français dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a les Français de souche et les machins. Même ça, ils nous l'ont fait à l'envers. Au fur et à mesure qu'on creuse la question de l'identité du Nord-Pas-de-Calais, on découvre que tous ceux qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais et qui croient que leur identité, c'est nos ancêtres les Gaulois, on s'est fait berner. Le Nord-Pas-de-Calais est belge jusque 1600, 1700, 1800. Eh oh les camarades, on est des Belges. Mort de rire, même ça, ils nous l'ont fait à l'envers. Plein de gens d'ici, on nous a éduqués à ce que nos ancêtres les Gaulois, qu'on est des Français, des je sais pas. En fait, toutes nos identités, elles sont manipulées par les dominants. Et il y a un problème quand on est enfant, c'est que quand c'est le grand méchant loup qui te raconte une histoire et qui te définit ce que tu es, faut pas t'étonner qu'à la fin tu te fasses manger. Et quand le mec grand méchant loup, il te demande un coup de main pour manger l'enfant d'à côté, si tu l'aides, faut pas t'étonner qu'après, il te bouffe toi, tes propres gosses. Et sur la question de la mémoire, on en est un petit peu là. On est en situation de savoir des bouts de nos histoires familiales, d'écouter les anciens, de devoir aller chercher. Et pour beaucoup, en fait, notre histoire, on la connaît même pas. Et c'est pour ça que dans le cadre de la recherche, comme le film documentaire, comme la soirée de ce soir, on essaye, alors je vais pas dire comme des mineurs, parce que ça serait faire offense à la dureté du travail dans la mine, mais en tout cas, on avance dans le brouillard. On a besoin d'y voir plus clair, on a besoin d'avancer sur nos questions de nos identités, de nos mémoires, et le problème, c'est que ça se fait avec aussi une difficulté de capter cette mémoire, parce que comme on l'a dit dans le film, les anciens, parfois, ils ont une pudeur. Comme ils ont souffert, et ça, c'est leur droit, ils ont le droit de le garder pour eux, les anciens, ils transmettent ce qu'ils veulent transmettre. Ça, il faut qu'on le respecte. Mais on a un problème, c'est que quand les anciens ne transmettent pas, et que les jeunes générations, on a besoin de comprendre et de savoir, nous. On a un problème. Et quand on veut chercher nos histoires, et que c'est le patronat qui nous raconte l'histoire des mines, il y a un problème. Quand c'est les colons qui racontent l'histoire des colonisés, il y a un problème. Quand c'est les hommes qui racontent l'histoire des femmes dans le Nord-Pas-de-Calais, des femmes à la mine, il y a un problème. En tout cas, on est toujours dépossédés dans nos chemins et nos combats. Et du coup, ce qui est sûr,
c'est que puisque nos identités elles sont instrumentalisées, en fait il y a besoin qu'on additionne nos mémoires populaires, nos dignités populaires et nos histoires particulières, pour que pour le coup, s'il y a instrumentalisation, en tout cas c'est à nous de jouer la musique et puis aux dominants, et qu'on arrive à faire une belle partition musicale tous ensemble. Quelques mots sur ce que vient d'évoquer Jessie sur comment la communauté polonaise a été mise sur un piédestal. Alors ça, c'est un discours qui s'est installé dans l'espace public depuis les années 80, depuis que le système capitaliste est entré dans une phase de récession. Donc l'immigré commençait à poser problème. Et on a mis les Polonais sur un piédestal, et on a écrit quelque part ce que l'historien Gérard Noiriel disait, on a écrit l'histoire des vainqueurs au détriment des vaincus, c'est-à-dire l'histoire de ceux qui sont restés au détriment de ceux qui sont partis. Si effectivement les Polonais qui sont arrivés en masse à partir de 1922 ici sur le territoire se sont bien intégrés, il faut toujours avoir en mémoire que ceux et celles qui se sont intégrés, c'est ceux et celles qui sont restés sur le territoire français. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, des dizaines de Polonais ont été renvoyés au pays dans le cadre de la crise économique du capitalisme, qu'à la libération, là c'était des renvois forcés dans les années 30, à la libération des milliers, 62 000 exactement sur le territoire national, sont repartis en Pologne dans le cadre de la politique de rapatriement orchestrée par la Pologne populaire, qu'il y a eu des expulsions par dizaines des militants syndicalistes et politiques, notamment des militants de gauche, ils disaient extrême gauche à l'époque pour désigner les communistes. Par contre, des militants Pilsudski et favorables au régime fasciste de Pologne, eux, ils restaient en France, ils n'avaient pas de soucis. Et tous les missionnaires catholiques, qui aussi avaient un langage ultra réactionnaire, eux, ils n'avaient pas de problème avec les compagnies minières, parce que les curés, les prêtres polonais jouaient le rôle un peu des gardes des mines, des gardes-chouans, des compagnies minières. Dans le cadre... Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on a mis sur un piédestal la communauté polonaise, alors que l'idée, non seulement de la mission catholique, qui avait un rôle influent dans les années, dans l'entre-deux-guerres, mais aussi également le consulat de Pologne à Lille, l'idée, c'était d'élever la communauté polonaise dans le culte de la mère patrie. Pourquoi? Dans la perspective, donc dans le culte de la nation, dans le culte de la religion catholique, ultra-conservateur, parce que les catholiques polonais, c'est pas les théologiens de la libération, c'est pas les prêtres les plus progressistes qu'on peut voir au monde. Et donc, c'était bien l'idée, comment on peut faire un modèle d'intégration, une communauté qui ne demandait qu'à repartir au pays dans les années 1920. Et c'est tout le souci de l'instrumentalisation de l'histoire, de la réécriture. Je prends souvent cette métaphore, c'est comme si vous êtes en championnat et la séance finit à la fin de la saison en milieu de tableau, et l'entraîneur ne va prendre que les matchs gagnés. Alors évidemment, avec que les matchs gagnés, c'est-à-dire avec les Polonais qui sont restés, peut-être qu'il y en a certainement dans la salle, évidemment, si on a une vue partielle de cette histoire, on va monter en Coupe d'Europe, on va jouer la Ligue des Champions. Mais l'histoire, c'est pas ça comme ça. Voilà. Donc c'est bien aussi d'avoir... moi, je vous encourage, j'entendais encore le discours pathétique du maire de Libercourt à l'exposition qui a eu lieu à la maison syndicale de Lens, en disant que les Polonais, bon, c'est vrai, alors ils reconnaissent, maintenant ils commencent à reconnaître qu'il y a eu quand même des difficultés d'intégration, mais finalement ils s'en sont bien sortis. Vous savez, c'est le même discours, et c'est ça qui me fait bien ce film, c'est qu'il ancre l'histoire de l'immigration dans l'histoire ouvrière. Comme je rappelais tout à l'heure, les Polonais ne sont pas venus pour faire du tourisme, ils sont venus la plupart pour travailler soit dans les mines, soit dans la métallurgie, soit dans l'industrie textile, et beaucoup de femmes dans le milieu rural, en zone agricole. Et donc ce film rappelle, ancre et remet en cause aussi la mythologie du mineur, qu'on entend souvent dans les musées de la mine. Quand vous allez dans les musées de la mine, on dit oh là là, les mineurs, ils étaient heureux d'aller au métier, ils allaient à fleur au pif, travailler pour relever le pays. Enfin, ils mouraient de 40 à 45 ans de silicose. Enfin, il faudrait interroger les gens qui sont morts aussi. Là, on écrit encore l'histoire des vainqueurs au détriment des vaincus. Il faut interroger les gens qui sont morts au fond du trou, les assassinés de Courrières, de Liévin. Parce que les catastrophes étaient provoquées par des conditions de sécurité insuffisantes, parce que le patronat des mines a toujours privilégié la rentabilité au détriment des conditions de travail. Et donc, c'est cette histoire qu'il faut tenter quelque part de rééquilibrer. Alors, Richard, on ne peut pas s'étonner qu'il n'y a pas de représentants ici de la communauté polonaise, parce que les associations, la plupart quand même des associations polonaises, portent un peu
cette idéologie de l'intégration facile. Et ils ne viennent pas, lorsqu'on leur propose le débat, lorsqu'on leur propose de confronter nos opinions, et Pierre pourra peut-être également en parler, ben ils ne sont pas là. Ils sont pas là, ils évitent le débat. Évidemment, ça remet en cause un peu leur certitude. Si je peux intervenir sur l'immigration polonaise, je viens d'avoir cette expo à l'Alliance syndicale, et moi j'ai trouvé vachement bien fait. Alors, ils sont bien faits de A à Z. Parce que, bon, j'ai quand même eu l'impression, en la regardant bien, qu'elle remettait battant en brèche, mais complètement le mythe de l'intégration réussi. Elle a battu en brèche complètement. Il suffisait simplement de prendre quelques minutes et de prendre des petits panneaux sur lesquels figuraient les rapports des préfets, des commissaires et compagnie, qui parlaient des Polonais, mais c'était une horreur absolue. Le polonais des années, c'est désolé, je vais dire franchement, c'est le bougnoul des années 2000. C'était exactement dit de la même manière. Alors, les Polonais mariés, encore, bon, eux, ils avaient un cerveau, ils pouvaient travailler, ça allait encore à peu près. Mais les Polonais célibataires, c'est des voleurs de poules, au minimum. Hein. Enfin, les dangereux à faire ça, mais c'était fou, la façon dont c'était fait. Les années 30, c'était des sales polacs, casse-toi, parce que tu piques le boulot des Français. Ça, dans la cité où j'habitais, parce que les grands-parents me disaient, ben voilà, on n'osait plus sortir, parce que sinon, on avait peur de se rendre en Pologne. C'était ça. C'était ça. Et là, c'était compliqué. L'intégration, c'était... bon, on peut en parler peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, mais avant, non. En aucun cas. Les gens qui étaient naturalisés n'avaient pas qu'une chose, c'est qu'on leur retire le fait d'être français. Ils disent, vous n'êtes plus français, vous partez en Pologne. Et ils ont vécu un peu dans cet état d'esprit-là, complètement. Et là, je suis un peu d'accord sur le fait que, comme ils ont vécu ça, ben, ils disaient, on ne va pas vous raconter tout ce qu'on a vécu. On repart, déjà, c'est pas facile, on va vous ajoutez de l'ultra-pavé dans le dos qui est déjà sinon chargé. Alors on n'en parle pas, puis essayez-vous de vous en sortir un peu comme ça. Mais ça a été une affaire horriblement compliquée, ça complètement. Ça c'est assez rigolo, mais je pense que c'est vrai qu'il y a des folkloriques, on est d'accord, hein, je suis d'accord avec vous, Sosiski, ma pote, bon. Mais ça va une entrée. Ça peut être une entrée sympathique d'ailleurs, il faut bien commencer par quelque chose. Sur le folklore polonais, l'histoire des migrations polonaises, ça commence en 1919, ça finit en 1949. Quand les Polonais ont le choix de partir, ils ne partent pas, donc ils s'installent définitivement sur le sol français. Mais quand vous demandez à des Polonais, des nouvelles générations, ceux qui sont arrivés en 1980 et 90, moi j'ai encore il y a 2 mois à Talon-Ricoire, une Polonaise arrivée il y a une quinzaine d'années, elle trouvait honteux de présenter la Pologne sous cet angle-là. On a l'impression que c'est la Pologne arriérée, ça n'a plus rien à voir avec le folklore tel qu'il est aujourd'hui en Pologne. Mais cette image qui est renvoyée de la Pologne est complètement déconnectée de la réalité contemporaine. C'est les critiques qui sont faites par les Polonais. Et c'est ce que, la chose qu'on est d'accord, c'est, je pense que disait celui d'Inski, je crois, de mémoire, peut-être comme ça, disait, le problème, c'est que notre image est restée complètement figée aux animaux. On a l'impression que c'est acquis. Que le problème, ben, ça s'arrête à les 20, et on est au XXIe siècle, et puis, il y a un siècle qui pouf, comme il dit, ça vient passer, ça n'a pas bougé, c'était immobile, et il dit non, ça c'est une erreur colossale de faire ça comme ça. Si je peux me permettre une petite proposition à penser sur l'arnaque du concept de l'intégration et de l'assimilation. Je vais emprunter ça à Abdella Samat, qui était un ancien mineur de fonds marocain du Douaisis, et qui disait une fois, quand il était chez un ouvrier acheteur qui était invité aux Beaux-Arts de Lille pour un grand colloque avec la préfecture, et il se mettait à parler, donc au début on parlait de discrimination que vivaient les ouvriers, puis les personnes issues de l'immigration, et puis au bout d'un moment ça bascule, on parle d'intégration. Et puis le vivre ensemble, ce qu'il faut c'est s'intégrer, vivre ensemble et tout ça. J'ai bien dit le mot bascule. Et Abdella Samat, qui prend la parole, c'est un diplomate hors pair. Il prend la parole, comme il sait le faire, comme il fait souvent. Bonjour monsieur le préfet, je vous remercie, tout ça, il est très dans un certain nombre de politesse, de codes officiels qu'il sait bien faire. Et puis, comme savent le faire beaucoup de personnes issues de l'immigration ou pas issues de l'immigration au milieu populaire, il sait reposer un vrai cadre politique, tout en douceur, avec des bonnes petites battes, tranquilles. Il dit, j'ai cru comprendre qu'il y a des personnes qui pensaient qu'il y avait un problème avec la culture maghrébine, qu'il fallait plus la connaître et la mettre en avant, etc. Puis il dit, mais nous,
on ne demande pas que l'État décide qu'on doit s'aimer les uns les autres. Il dit, nous, les mineurs marocains, on ne demande pas à l'État français de gérer nos amitiés. Il dit, s'il y en a qui veulent connaître la culture maghrébine, vous m'appelez, vous venez à la maison, on vous fait un couscous et on discute. Nous, on ne veut pas de politique publique de ça. Nous, ce qu'on demande, c'est l'égalité des droits. C'est ça qu'on demande. On veut qu'à travail égal, il y ait un salaire égal. Qu'à travail égal, il y ait une retraite égale. Bref, c'est l'égalité l'enjeu, c'est jamais l'intégration. L'intégration et l'assimilation, c'est un mot qui a été mis en place pour nous empêcher de revendiquer nos libertés et nos égalités. À chaque fois que vous parlez d'intégration, dites-vous que c'est une autre forme de hold-up. Vous êtes en train de vous faire envoyer sur la touche. On s'en fout que quelqu'un parle ch'ti, breton, belge, polonais, arabe, qui soit chrétien de Pologne, chrétien d'Italie, chrétien de France, à moitié chrétien, il est chrétien la semaine, et puis le dimanche il est athée, parce que je sais pas quoi, il est bien punk. On s'en fout. La question de l'égalité des droits, c'est ça qui fait ciment d'une société. Depuis le 19e siècle, on sait très bien que ce qui détruit une société petit à petit, c'est la hausse des discriminations et des inégalités. C'est jamais la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est ce qui porte le monde depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais détruit l'humanité et la planète qu'on ait des diversités culturelles. Il n'y a pas de problème d'intégration. Dans ce sens-là, ça ne veut rien dire le problème d'intégration. Par contre, il y a un problème du fonctionnement de la société française qui ne sait plus aujourd'hui donner du pain à tous ceux qui ont faim, qui ne sait plus donner du travail à ceux qui en veulent, qui ne sait plus donner des droits à tous ceux qui sont censés en avoir, qui ne sait plus aider à des gens qui ont autre chose à foutre que de mettre des gilets jaunes pour se battre sur des ronds-points, à des cheminots qui ont autre chose à faire que de mener des luttes, qu'à des personnes issues de l'immigration de devoir se poser la question « Pourquoi je suis né français et on me regarde toujours comme un arabe ?» À la limite qu'on te regarde comme un arabe si c'est un fait parmi d'autres, tant mieux, c'est beau. Mais si être arabe, ça veut dire ce qu'il y a derrière, c'est des problèmes de ceci et de cela. Pour la petite information, sur le lien entre immigration et délinquance, par exemple, il y a eu des enquêtes en sociologie qui ont montré qu'il y a des villes de Normandie où le taux de délinquance il est aussi important que les villes les plus délinquantes de la banlieue lyonnaise ou de la banlieue parisienne. Il y a 0 immigrés d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique maghrébine. Depuis, d'ailleurs, sur la question de la délinquance, quand c'était l'immigration belge, on traitait les Belges d'être délinquants. Puis quand les Italiens y sont arrivés, on a dit que les délinquants, c'était les Samaritanes. Puis quand les Polacs sont venus, il y a aussi des écrits qui disaient que la délinquance, c'était la vermine polaque. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand il y a délinquance, c'est toujours en lien avec la hausse des inégalités, et ça partout dans le monde. Je ne vous demande pas de me croire là comme ça parce que je vous le dis, je ne vous le démontre pas. Je l'affirme en mode je suis confiant et tout ça. Faites-moi pas confiance si ça ne fait pas sens pour vous. Il faut toujours se méfier, quels que soient les titres de noblesse des gens, sociologues ou autres, quand on affirme trop des choses, il faut les vérifier derrière, et ça vaut pour moi aussi. Mais il faut toujours qu'on fasse gaffe à se rappeler que c'est bien l'enjeu de l'égalité qui fait ciment. Sur la question de l'intégration, juste une petite anecdote d'un terrain en Seine-Saint-Denis. Quand on avait essayé de se poser la question sur la question de la langue, parce qu'il y a des gens des fois qui disent « Ouais, mais les Arabes, il y en a, ils n'ont toujours pas appris à parler le français. » Quand on discute avec des Polonais, il y en a qui disent, là rien que dans le documentaire, elle disait le père polonais, il ne savait pas parler le français même jusqu'à la fin de ses jours. C'était pas un problème, on n'allait pas le mettre en prison parce qu'il ne savait pas parler français. Est-ce qu'il avait besoin ou pas dans son mode de vie, dans sa relation avec ses voisins? Quand on discute avec les femmes immigrées ou issues de l'immigration il y a une trentaine, quarantaine d'années, dans une enquête qu'on avait réalisée, elles ont appris à parler le français, jamais sur des cours d'alphabétisation, quand la préfecture les a obligées à parler le français pour avoir des subventions. Quand on parlait avec des immigrés d'aujourd'hui, elles ont l'obligation de faire des cours d'alphabétisation. Bilan, les anciennes, elles parlaient le français, celles d'aujourd'hui, elles ne le parlent pas. La différence entre les deux, quand on demandait aux anciennes, même du Maroc ou d'Algérie, comment vous avez fait pour apprendre à parler le français? Vous avez pris des cours? Elles nous disaient non. Du coup, on se dit, comment vous avez fait? Quand je suis arrivé, je travaillais à l'usine, ma voisine, il y en a une qui était belge ou polonaise ou je sais pas quoi. En fait, elles m'ont expliqué le métier, elles m'ont expliqué comment on faisait les courses, l'assistante sociale s'il y avait besoin, le syndicat, il ne fallait pas oublier le syndicat. L'intégration des immigrés et des étrangers, c'est fait par le travail et c'est fait par les luttes communes, par la vie commune. À force de vivre ensemble, on se met à faire culture commune.
Et d'ailleurs, à tel point, pour le dire, moi qui suis issu d'immigration polonaise, je vous raconte pas quand je suis arrivé à Schfed, et je vois que c'est les Algériens qui savent plus parler le polonais que moi, ça m'a fait délirer. Quand je voyais des Polonais qui se mettent à parler arabe, c'est délirant. En fait, nos vies communes, quand on vit ensemble, effectivement, il y a des passages de relais et de culture, mais c'est aussi quand on a envie, et c'est pas d'autres personnes qui ont à s'immiscer dans nos vies en nous obligeant. Je crois qu'il y a, enfin, c'est pas le plus offensant, mais en fait, c'est inacceptable quand un État ou quand un patronat ou des médias viennent nous dire quand on doit parler, comment on doit parler, ce qu'on doit croire et comment on doit se comporter dans nos vies ordinaires. Et c'est privé, ça, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, notre enjeu de société pour faire ciment commun, c'est bel et bien la question du respect des lois, de l'égalité et de nos libertés communes. La République, là, c'est ça son fondement et c'est ça notre enjeu d'égalité pour pas qu'il y ait des mauvaises radicalisations, qu'elles soient du Front National ou qu'elles soient d'autres types de radicalisation. Finalement, notre radicalisation à nous, c'est cette égalité qui est l'enjeu primordial et de fierté, et que chacun soit fier de ses racines, quelle que soit sa classe sociale et quelle que soit son immigration finalement. Oui, je pense que c'est le combat de la demoiselle de la fin. Vous savez, la fin, elle dit oui, je dois travailler beaucoup plus que les autres. Il faut travailler sur soi en recherchant ses racines. Parce que je pars du principe, je suis arrivée dans les années 80, j'avais à peine 6 ans. Et pour moi, l'intégration, elle ne s'est pas faite parce que je suis allée à l'école, elle s'est faite dans la rue, elle s'est faite dans les corons. On allait les uns chez les autres, on rentrait dans, comme vous parlez du couscous, merguez, c'est pas grave, nous on avait à côté, on avait la choucroute, et pareil, nous on offrait le couscous merguez. Et je pense que c'est ça qui maintenant manque beaucoup. Pour qu'il y ait, je ne vais pas parler d'intégration, d'assimilation, c'est plutôt s'accepter soi et se dévoiler aux autres. Je pense, se parler de soi aux autres. Et accepter que les autres viennent vous amener aussi leur richesse pour pouvoir vivre ensemble, tout simplement. Et regardez un peu moins TF1. BFM et tout. Ça a été dit la télé, quoi. Aujourd'hui, on l'a été, on l'a pas regardé. Moi, je regarde les actualités. Tous les médias, j'ai arrêté de regarder les actualités. C'est anxiogène et tout, c'est bizarre. Moi, je vais être un petit peu, peut-être en dehors. Je suis roubaisienne. Voilà. J'ai travaillé dans tous les quartiers de Roubaix. J'ai même aidé beaucoup de gens à écrire et à monter des dossiers. J'étais écrivain public dans plein de quartiers de Roubaix. Mais c'est pas pour ça, c'est que moi j'ai été nourrie par une mère étrangère qui ne faisait pas partie d'une communauté, qui était totalement isolée et qui a été violentée par le peuple allemand pour arriver en France. Voilà. Donc, quand vous dites que sa manière de vouloir nous donner l'éducation que j'ai reçue, c'était aussi sa volonté sociale d'accepter la culture française tout en nous donnant, tout en nous offrant, tout en nous nourrissant de sa propre culture. Et depuis ce temps, je suis à la recherche de pourquoi es-tu resté en France? Est-ce pour nous? Est-ce pour l'amour de mon père? Ou est-ce pour, comme plein de gens autour de moi ont dit, pour fuir ton pays et pour aller trouver en France ce qu'il n'y avait plus dans ton pays et ce qu'on dit souvent, la liberté. Et à chaque fois, elle me dit non, ma liberté, je l'avais dans mon pays. On me l'a prise. Je suis arrivée en France. Ça a été très difficile. J'ai pas été reçue, reconnue
j'ai été mise à l'écart parce que j'avais un accent et parce que je n'avais pas la même culture. Et moi qui, dans mon pays, avais vécu une jeunesse de rêve, je me suis retrouvée à Roubaix, chez Zola, dans une misère noire, avec un regard sur la France que mon pays ne m'avait pas donné. Et puisque j'avais eu la chance d'avoir été élevée par des professeurs qui voulaient que je fasse partie de celles qui donnent à mon peuple l'éducation. Si je vous donne le nom de la culture de ma mère, c'est très difficile pour moi parce que à chaque fois on me rabat dans mes oreilles que c'est un mauvais peuple, puisque c'est la Russie. Et je le vis profondément à l'intérieur de moi, chaque fois que je parle de la Russie, chaque fois que maman parle de sa Russie, puisqu'elle est née sous Staline, non, sous Lénine, puisqu'elle est née en 24, elle a été élevée sous Staline, c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance. C'est une souffrance par rapport à sa propre culture, c'est une souffrance aussi par rapport au regard qu'elle avait porté sur la France et le regard qu'on lui a donné de la France quand elle est arrivée. Et ma quête, c'est de donner à cette histoire, l'histoire de ma maman, une autre image, un autre regard que le regard que l'on a actuellement sur ce pays. Bonsoir. Alors, moi, je suis d'origine italienne par ma mère. Ma famille est issue d'un petit village de Sicile qui s'est vidé à plus de 60% de mémoire pour partir travailler à l'étranger. Donc, ma famille, avant d'arriver dans le nord de la France, est passée par la Suisse, par l'Allemagne, et après seulement est arrivée en France avec les ouvriers qui devaient venir dans le nord pour travailler à la mine. Finalement, il y a eu énormément de demandes également dans le bâtiment. Mon grand-père est en formation dans le bâtiment à la base, donc il est parti dans le bâtiment, donc il a échappé à la mine. Ça m'a fait penser au fait qu'on disait qu'il n'y avait pas besoin de parler français, parce qu'en fait, donc moi ma famille est de Douai, dans le Douaisis, donc plus précisément Saint-Lenoble, Oisier, etc. Et à cette époque-là, dans les années 60, c'était des entrepreneurs italiens qui embauchaient que des Italiens. Donc, ils n'avaient pas besoin de parler français. Donc, à partir de là, il y avait des commerces, c'était des Italiens. Enfin, voilà, c'était des communautés. Ma mère et ses frères et sœurs, quand ils sont arrivés à l'école, les institutrices ont dit à mes grands-parents: ne leur parlez plus italien, il faut que vous vous intégrez. Ne parlez plus italien à la maison, parce que vos enfants, ils disent des mots en italien à l'école, et ça va pas du tout, ça perturbe la classe, ça perturbe, etc. Donc à partir de ce moment-là, mes grands-parents sont forcés à ne plus parler en italien à la maison. À partir de là, ils ont été... on leur a retiré leur patrimoine, on leur a retiré leur origine. Parce qu'en fait, ils ont vécu à la française. Les prénoms de ma mère, de leurs frères et sœurs sont italiens, mais ils ont été francisés. Ma mère, Maria, mes grands-parents l'appellent Marie. Mon grand-père s'appelle Vincenzo, les gens l'appellent Vincent. Donc ils ont été ce que la société a voulu en fait. La société a réussi à faire leur intégration. Mais au final, aujourd'hui, je parle mieux italien que ma mère. Parce que elle a pas baigné dans ça. Quand on lui demande son histoire, je sais plus de son histoire, de l'histoire de ma famille que ma mère. Parce qu'à la maison, on parlait pas d'italien, on parlait de rien.
c'était on était en France, on parle en français, on vit français. C'est moi, une génération après, qui ai fait des recherches, qui ai posé beaucoup de questions à mes grands-parents, et aujourd'hui je sais beaucoup de choses. Mais voilà, donc c'était pour revenir sur le fait que la société a imposé aux immigrés de devenir français et de radier toutes leurs origines, etc. Et je trouve ça dommage. Et aujourd'hui, c'est nous, notre génération, à faire perdurer l'histoire de notre famille. Et c'est ce que j'ai envie aussi de faire connaître à ma fille, parce qu'une histoire, ça ne doit pas se perdre. Voilà. Le d'où on vient, je pense que c'est important. Ah oui, c'est savoir où on va, on doit Le savoir d'où d'où on vient. on vient. Je dirais seulement que le d'où on vient, c'est important. On a toujours un moment dans sa vie envie de savoir d'où on vient, qui on était, qui sont nos grands-parents, pourquoi ils sont là. Tout à l'heure, vous nous avez aussi en parlé, parce que j'ai un peu entamé la discussion là-dessus, c'est de dire que oui, il y a eu, on était belges, mais on était aussi italiens, on était espagnols pendant un moment, quand même. Et que l'histoire du français pur, etc., soyons logiques, et c'est vrai qu'il y a plutôt des autres, ça nous enrichit. Je vais en rajouter une louche sur cette affaire d'être français. Est-ce que je peux me permettre de mettre un petit truc sur la table que je ne sais pas si certains l'ont ressenti ou pas. Il arrive que quand on n'est pas issu de l'immigration maghrébine, et pour le dire comme ça, et qu'on entend les Arabes parler du racisme anti-arabe, chez les autres, ça grince un peu. On se sent pas bien quand on les écoute parler de ce racisme-là, qu'on peut connaître chez nous aussi. Collectivement, dans nos communautés, mais parfois des idées aussi racistes qui peuvent passer dans nos propres têtes parfois. Il y a quelque chose qui est difficile à aborder là-dessus. Et je voudrais essayer de peut-être partager un peu sur ce qu'on sait en histoire aujourd'hui de cette affaire d'identité française, de langue française, de ce mythe de la France, auquel on demande à toutes les immigrations les unes après les autres de prêter allégeance. Finalement, c'est un peu de ça dont il s'agit. De l'aimer, la France, de mettre le drapeau. Vous voyez de quoi je parle. Tout ce truc-là où il faut mettre des gages de loyauté tout le temps. Et du coup, je voudrais pareil vous faire une petite proposition, vous dire que cette affaire de la France, là, je ne demande pas de renier la France, c'est pas ça que je dis. Je dis juste de revenir un peu aux origines de cette affaire de l'identité française et de où ça vient cette affaire-là. Si je parle juste de la question de la langue française qu'on doit vénérer aujourd'hui, la langue française en France, elle est récente, elle a à peine 2 à 3 siècles seulement. Avant, dans Schnorr, on ne parlait pas le français bourgeois parisien. En Bretagne, on parlait le gallo breton. En Normandie, alors qu'est-ce qu'ils m'ont dit l'autre fois Commun, je sais plus quoi, enfin ils m'ont dit des noms que je connaissais même pas. Le berrichon, l'occitan, le provençal, le nissart. En fait, en France, avant, les Français ne parlaient pas le français. Et il y a eu la logique de la langue française, c'est une langue de domination. Si vous voulez asservir un peuple, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est un peu de science-fiction que je vous fais. Si on a envie de soumettre tout le monde aujourd'hui du jour au lendemain, que les Américains viennent en France et nous mettent à genoux pour nous soumettre, s'ils nous interdisent de parler le français qu'on parle maintenant de fait. Le français de maintenant, c'est notre langue commune. Qui nous interdisent de le parler et qui nous obligent à penser et à écrire dans leur langue, même pas l'anglais, l'américain. En fait, la vérité, c'est que si on ne peut plus communiquer dans notre langue, un peuple qui ne pense plus dans sa langue, c'est un peuple qui a du mal à penser. Si je vous demande ce soir de parler en anglais, qui c'est qui va oser parler? Quasiment personne dans la salle va oser prendre la parole. Parce que d'un seul coup, vous vous sentirez tous petits et pas légitimes. Si ça dure 5 ans, 10 ans, 20 ans, tous ceux qui sont habitués à parler l'anglais seront les premiers de la classe. Et donc à commencer, l'anglais, l'américain, à commencer par les Américains qui sont premiers de la classe. Et les autres, il faudrait qu'ils travaillent et qu'ils rattrapent. Nous imposer la langue française qu'on connaît maintenant, si jamais il y en a qui ne croient pas trop et qui veulent les sources, je vous donnerai cette affaire-là, comment c'est sourcé, pensé par l'élite française, comme instrument de domination et d'asservissement des peuples, cette affaire de la langue française. Maintenant, on la parle. Pareil sur la question d'identité française. Il n'y avait pas d'identité française auparavant. Même en 1789, donc pour les érudits un peu d'histoire,
Sachez qu'en 1789, il y a un conflit dans les révolutionnaires après la Révolution française de 1789. Il y a une partie qui dit, normalement c'est cette conception de la citoyenneté en France, une citoyenneté révolutionnaire qui a gagné. En 1789, est français toute personne qui réside en France. Et ça suffit à faire de toi un Français. Et français toute personne qui participe au développement de la nation, alors pas de la nation française comme on l'entendra aujourd'hui. Si tu travailles, tu vends du pain, tu vends des patates, que tu participes à la communauté globale, tu es français. Et français à l'époque, troisième condition pour être français, c'était toute personne qui partage les valeurs révolutionnaires. Un habitant de France, royaliste, monarchiste, qui veut que le roi revienne pour exécuter le peuple et l'opprimer, il était considéré comme non français. Être français, c'était en fait être un peuple politique. Il n'y avait pas cette affaire ni de religion, ni de langue, ni même de nationalité. Et du coup, quelque part, finalement, je pense que ce qui a pu permettre de sédimenter une partie de la nation française à un moment donné, peut-être qu'il faut qu'on renoue avec les révolutionnaires de 1789 et qu'on renoue avec l'équivalent d'un proverbe ch'ti. Il y en a qui connaissent Simon Collier. Simon Collier, il a une chanson, moi j'ai halluciné quand j'ai découvert ça. Sa chanson, c'est « Te vis ici, et chéti ». Et ben en fait, c'est la version ch'ti du baratin que je viens de vous dire, là, de sciences historiques. C'est la même chose. Te vis ici, bah t'es chéti. Par rapport à la langue française, c'est en effet un courant historique qui utilise ça, mais il y a aussi un autre courant historique qui explique quand même que les hussards noirs de la République, ce sont des gens des départements et c'est une demande des habitants. Alors moi je suis pas émigré, parce que je suis sur des enfants de souche, mais je suis certainement un des plus récents dans la région, parce que je suis pas de la région, contrairement à vous. Ma grand-mère, elle est bretonne, et si elle veut pouvoir commercer correctement, et qu'elle à 40 ans, elle quitte son mari alcoolique, elle part avec ses 2 filles et qu'elle devient bécassine, il vaut mieux quand même qu'elle parle français, si elle ne veut pas se faire complètement escroquer. Mon grand-père, qui à 13 ans monte sur un bateau pour faire le tour du monde, s'il veut pouvoir communiquer avec les autres marins du bateau, il vaut mieux qu'il parle la même langue, et c'est le français. Donc il a appris le français plus sur le bateau qu'à l'école, mais il a besoin d'une langue pour parler avec les autres. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que c'est une histoire du monde ouvrier. Parce que, Pierre, je suis pas d'accord avec toi sur les racines. Je me sens ni breton, ni angevin. Pourtant, c'est les origines de ma famille. Je me sens ouvrier. Et ce que la jeune fille raconte à la fin en disant « Les générations, il faut que chacune apporte... » C'est ce que ma famille a fait. C'est ma grand-mère qui quitte et qui est boniche. C'est mes parents qui, eux, sont ouvriers. Ils vont essayer de monter dans l'échelle sociale. C'est moi qui suis professeur et c'est des enfants qui... Et ça s'est fait comme ça. Et quand j'ai lu Magie de Cherfi, sa part de velours, qu'il explique qu'il est la première génération à passer le bac, ben moi qui suis pas immigré, j'étais aussi la première génération à réussir le baccalauréat parce que personne dans ma famille n'avait eu le baccalauréat. Et ce qui nous relie, c'est pas tant le fait d'être immigré, c'est le fait d'être ouvrier. C'est notre culture ouvrière qui nous donne cette approche-là et cette sensibilité-là. Et je pense que c'est là-dessus que votre film il est très fort, c'est que justement il montre à quel point cette culture ouvrière, elle existe et qu'elle est compliquée à s'intégrer dans la société. Parce que quand on est ouvrier, on n'est pas légitime, on n'a pas sa place et c'est compliqué parce qu'on est dominé par la bourgeoisie, en effet. Mais par rapport aux Français, c'est plus complexe parce que ça a été aussi une langue d'émancipation et qui a permis aux gens de pouvoir s'affirmer en tant que personne, en tant que citoyen et de pouvoir contester à ceux qui possédaient. En Bretagne, ils ne voulaient surtout pas que les paysans parlent français. C'était la langue de l'élite, le français, et les aristocrates bretons ne voulaient surtout pas, les curés ne voulaient surtout pas qu'on parle le français parce que ça leur permettait de dominer la population. Et ça a été une vraie revendication révolutionnaire, comme tu le disais par rapport à 92, de pouvoir parler cette langue. Ça n'a pas été juste un instrument de domination, ça l'a été par moments, mais ça n'a pas été tout le temps ça. Ça a été aussi l'inspiration populaire à pouvoir acquérir le savoir et à pouvoir monter dans l'échelle sociale. C'était une vraie revendication. Une réaction sur la pudeur qui a été évoquée, que nos parents et grands-parents qui ne nous racontaient pas grand-chose en fait. Et cette pudeur-là, quand on y pense, nous, comment on a évolué, comment on s'est développé, etc., cette pudeur-là, elle est extrêmement émouvante. De savoir que nos parents
répugnait à raconter leurs douleurs, leurs misères, leurs difficultés, et essayaient plutôt de nous donner du rêve et de nous donner la volonté de nous en sortir autrement qu'eux. Moi, ça me bouleverse toujours de savoir que mes grands-parents, mon grand-père refusait de discuter de son passé, les mines en Allemagne, des difficultés en arrivant là. Ça me fait poche, comme on dit chez nous, ça me fait brère. C'est terrible, quoi, ça. Deuxième remarque sur la durée de l'ostracisme. C'est vrai, mais c'est bien plus long qu'on le pense, bien plus long. Moi, je suis de la 3e génération des Polonais. Mes grands-parents sont arrivés en 23. Je suis de la 3e génération. J'ai souffert de l'ostracisme. Donc, beaucoup. J'ai été révolté bien souvent, et à l'école et ailleurs, de cet ostracisme. Et un mot qu'on n'aime pas trop utiliser en ce moment, mais moi je le revendique et je l'utilise, pour lutter contre cet ostracisme, alors on vivait en communauté. Moi j'ai vécu, on parle de la communauté chez les Maghrébins, mais moi j'ai vécu dans les années 70 et 80, en communauté polonaise. On avait nos commerces, notre curé, notre église, notre quartier, notre langage, nos rapports, nos fêtes, etc. Et c'était un peu, j'aimerais bien qu'on le dise aussi par rapport à d'autres communautés, et que les Polonais n'oublient pas par rapport à d'autres communautés, nous avons vécu longtemps dans le communautarisme. Et nous avons vécu plus longtemps qu'on le dit, et plus longtemps que le dit Marine Le Pen, beaucoup plus longtemps dans l'ostracisme. Figurez-vous que moi, j'ai fait un peu de politique pendant un temps, j'ai été élu pendant un temps. Le maire de Liévin de l'époque, Henri d'Arras, alors que je commençais à militer un peu, m'a dit un jour, écoute, si tu veux réussir en politique, Francis ton nom, change ton nom. J'ai quitté ma crise comme c'est pas possible, parce que pour moi c'était révoltant. Mais dans ces années-là, c'était encore courant. Il ne pensait pas m'insulter en disant ça, il pensait me rendre service. Tu réussiras si tu changes ton nom. Krakowiak, Yatski et tout ça, c'est terrible. Moi, j'ai bien aimé ce que tu disais sur tout ce qu'on nous a volé. Sur tout ce qu'on nous a volé, j'aime bien cette expression-là. Parce qu'on nous a volé beaucoup. Mais l'école, malgré les efforts, l'école de Jules Ferry, et tu as raison quand même de souligner l'importance de ce moment historique pour la société française et pour le fonctionnement de notre pays, d'une manière générale, et pour nous aider même, et pour éviter les ostracismes. Donc salut quand même à Jules Ferry, mais on nous a volé beaucoup, beaucoup. Et il faut que vous fassiez attention, je pense aux Algériens, aux Marocains, aux autres, qu'on ne vole pas votre langue. La langue, c'est une richesse extraordinaire. Chez les Polonais, aujourd'hui, très peu de Polonais de ma génération et des générations suivantes sont capables de parler polonais. Parce que nous, on en est, les parents, les grands-parents, on en est responsable. Or, c'est dramatique, parce que c'est un vol, ça. C'est une perte de richesse. Et tu as raison de dire que tes enfants d'origine italienne, il faut qu'ils connaissent sa langue. Il faut qu'ils connaissent sa langue, il faut qu'ils la pratiquent, c'est une richesse dans la vie. Mais d'une manière générale, et je rejoindrai ce qui a été dit, le problème, c'est vraiment pas seulement un problème de droit, d'égalité de droit. On peut avoir l'égalité des droits et ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment, bien au-delà de ça, un problème de changement de société. Et dans le changement de société, un problème de changement du système éducatif. Quand vous pensez que les programmes de l'école de Jules Ferry, c'est transmettre des savoirs stéréotypés, juxtaposés, uniquement centrés sur l'histoire de France, par exemple, sur la culture française. Même moi, gamin, alors j'étais dans le milieu pauvre, ça me choquait qu'à l'école, dans les cours de musique, on ne parlait jamais de Chopin. Pourtant, Chopin né en France, on ne m'a jamais parlé d'un grand écrivain polonais, Mickiewicz, alors qu'il y avait plein de comparaisons et qu'il est possible et qu'il avait vécu lui-même en France et à Paris, etc., etc. Et pourquoi on ne parlerait pas de tel auteur, de tel musicien, de tel savant, algérien, marocain,
grève, etc. L'école est très elle-même, tout en ayant fait des bons, quand même, dans l'histoire de la République, sur le monde ouvrier, bien au-delà des immigrations. Je terminerai là-dessus. Un des facteurs les plus graves des inégalités scolaires, les plus profonds pourtant, c'est quand même scandaleux que jamais on ne prenne en considération les savoirs sociaux, familiaux des enfants. Un gamin de Polonais, mais comme un gamin de pauvre, un gamin d'ouvrier, un gamin de breton, peu importe, il a des savoirs, sait des choses, tous les gamins savent des choses, tous. Pas forcément les choses qui correspondent à ce que souhaiterait l'école, mais ils savent tous des choses, et on fait toujours comme s'ils ne savaient rien, et on leur entasse des programmes, pour les 3/4 du temps ils n'ont rien à foutre, ils oublient pour 80% au bout de 5 à 6 ans de scolarité, mais on a passé à côté du développement et de l'épanouissement des gamins à partir de leurs savoirs sociaux, familiaux, personnels, de leurs compétences même, parce qu'on les a méprisés au profit d'une culture complètement standardisée. C'est quand même important, l'école de la République, malgré tous ses défauts. Le gros problème que nous avons à vivre, les Polonais, les Maghrébins, les Français de souche, prétendus, les Belges, les Bretons, les Aveyronais, c'est le problème de la construction ensemble, intelligemment, d'une société plus ouverte, plus épanouie, plus démocratique, plus libre pour tout le monde. Et plus égalitaire. Petite pensée pour les nouveaux migrants qui arrivent. Là, on a parlé de Polonais, des deux immigrations qui étaient organisées économiquement et tout ça, avec une habitat et tout ça. Les nouveaux, ils se retrouvent sans le secours de leur communauté, seuls, tout ça. Et je pense que c'est un nouveau défi pour nous tous, migrants ou pas. Remercier quand même la municipalité, la réactivité de la municipalité, des services culturels de la médiathèque pour l'organisation de cette soirée.